Blade Runner, Blade Runner. Un univers et deux films incroyables, que ce soit sur le plan esthétique ou notre questionnement sur la vie, et surtout, qu'est-ce que la vie? Entre un répliquant, qui est un humain robotique ayant des émotions, et des humains qui ont perdu foi en ceux-ci dans un monde presque déchu, sombre et triste. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un combat titanesque entre deux géants du cinéma qui ont marqué leur temps. D'un côté, Blade Runner, sorti en 1982 et réalisé par le grand Ridley Scott, réalisateur emblématique qui a multiplié les grands films comme Gladiator, Le Grand Duel, Alien et bien évidemment Prometheus. C'est de la merde. Le film nous plonge dans une enquête policière dans un monde futuriste dans lequel un groupe de répliquants, des androïdes, que rien ne peut distinguer de l'être humain, sont déclarés hors la loi après avoir massacré un équipage et pris le contrôle d'un vaisseau et qui parviennent donc à s'introduire après dans Los Angeles. Un agent d'unité spéciale, un Blade Runner, est chargé de les éliminer. Une chasse à l'homme débute. Et puis en face, Blade Runner 2049, réalisé aussi par le talentueux Denis Villeneuve, réalisateur aussi de très bons films comme Prisoners, Premier Contact, Dune, etc., etc. Dans Blade Runner 2049, nous sommes encore dans une société fragilisée entre hommes et leur esclave machine. K, un Blade Runner, découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le monde. Les plus hautes instances décident donc de le traquer et de l'éliminer. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. Une course à la recherche de son identité débute. Bon, les deux scénarios sont très bien ficelés, tous deux développent bien leurs personnages, et ils nous plongent dans une des fins les plus inoubliables. Pour en faire deux films cultes qui ont bouleversé le grand public, grâce aussi aux progrès techniques et technologiques qui font de ces deux films deux bijoux visuels. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Pour commencer, nous allons juger la meilleure musique des deux films. La musique est l'âme d'un film, surtout dans Blade Runner. C'est ce qui fait son identité. Nous avons au premier Hans Zimmer, ayant fait la musique de Blade Runner 2049. Hans Zimmer qui est connu pour avoir fait la musique de petits films oubliables comme Interstellar, Gladiator ou bien la trilogie de Dark Knight. Et pour le second, le grand compositeur Vangelis pour le premier film Blade Runner. Même si le combat est honorable, je préfère largement, et comme aussi beaucoup de monde, la musique de Vangelis, donc du premier Blade Runner, qui est un compositeur excellent, qui est notamment connu pour avoir composé la musique de 1492 Christophe Colomb et Alexandre. Bref, même si j'aime énormément Zimmer, c'est mon petit bébé, c'est mon petit poulain, la composition de Vangelis est tellement ancrée dans l'univers de Blade Runner, avec en plus l'utilisation d'énormément d'instruments électroniques et de synthés qui font l'ADN de l'univers de Ridley Scott, je ne peux que plus adhérer à ce compositeur. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Ah, l'amour. Une erreur et une faute grave. Mais on tranche ces liens si facilement. Eh bien, dans Blade Runner, c'est pas tout rose tout beau l'amour. On n'est pas dans Coup de foudre à Notting Hill, hein. Les relations questionnent le spectateur sur la nature même de ce qu'est l'amour. Par exemple, dans Blade Runner 2049, le personnage de K, joué par Ryan Gosling, tombe amoureux d'une intelligence artificielle qui est conçue pour tomber amoureuse de lui. Et dans le premier film Blade Runner, les scènes d'amour virent dans des scènes assez malsains. Non mais Il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais Il y a- c'est Dans cet univers, l'amour est représenté très cru et nous font poser des questions à nous, téléspectateurs. On n'est pas dans un film Marvel, hein.
pas plus simple ainsi? N'est-ce pas là votre état naturel? Même si cette catégorie est beaucoup plus personnelle qu'objective, j'ai été un peu plus touché par la relation de Ryan Gosling et Anna de Armas dans le deuxième opus, car je sais pas, cette histoire nous questionne encore plus sur les relations qu'entretient l'homme avec les machines, et en plus, on voit qu'il y a presque aucune barrière entre les sentiments de deux personnes, que tout oppose entre humains et machines. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Parlons d'abord des protagonistes. Dans le premier film, nous avons en personnage principal Harrison Ford, acteur emblématique qui joue cette fois-ci un Blade Runner. Le film est marqué par son personnage, avec moult scènes qui sont devenues maintenant cultes. Un rôle qui le différencie de ses films les plus connus, car le grand public le connaît plus en tant que personnage drôle et aventurier, comme Han Solo ou Indiana Jones, alors que dans ce film, nous avons tout le contraire. Et puis dans Blade Runner 2049, nous avons bien sûr Ryan Gosling, excellent acteur avec une grosse filmographie, qui joue comme Harrison Ford un Blade Runner froid, qui ne laisse pas montrer ses émotions, sauf dans quelques scènes juste excellentes, comme pour le premier Blade Runner aussi. Les deux acteurs se marient bien avec l'environnement et hypnotisent le spectateur de leur jeu d'acteur pour nous plonger dans des films contemplatifs avec peu de dialogue et nous livrent tous deux une fin très émouvante. Et pour les antagonistes, s'il n'y a pas de grosse différence entre les protagonistes, pour les antagonistes, ils sont bien contraires. D'un côté, l'esclave robotique, donc le répliquant, et de l'autre, le créateur. Dans Blade Runner, le méchant principal est joué par Rutger Hauer, le chef des répliquants rebelles. L'acteur nous livre une expérience hallucinante dans son interprétation de son personnage, car il y joue un répliquant voulant survivre à sa mort inévitable, car la durée de vie d'un répliquant est de 5 années. Donc il va tout faire pour rester en vie, et pour cela il va retrouver son créateur, dans une scène très sanglante et une des plus marquantes du film. Mais aussi on peut le retrouver dans des scènes poétiques à la toute fin de l'œuvre, avec son monologue connu de tous, et qui me fout encore des frissons encore aujourd'hui. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Arrêtez de me filmer en train de pleurer. Cependant, dans Blade Runner 2049, il y a deux méchants principaux, un joué par l'actrice Sylvia Hoeks et l'autre joué par Jared Leto. On va s'intéresser plus dans le cas de Jared Leto, car je trouve plus intéressant à analyser, car Sylvia joue qu'une porte-flingue violente. Jared Leto joue le personnage de Neander Wallace, qui est à l'exact opposé du premier antagoniste de Blade Runner. Un chef d'entreprise aveugle, et même Jared Leto pendant le tournage était aveuglé par les lentilles, entre un humain et une machine possédant un tempérament très calme et d'une grande intelligence, il avait aussi un peu un complexe divin, comme il appelait les répliquants qui créaient des anges, et déclara qu'il était le père de millions, comme dit dans le film. De plus, Wallace s'est avéré être un brillant stratège, déléguant et employant d'autres personnes plutôt que de se salir les mains comparé à d'autres qui se gênent pas. Mais malgré son génie, il était frustré par son incapacité à donner aux répliquants la capacité de se reproduire naturellement et était jaloux des réalisations de Tyrell, un des premiers fondateurs des répliquants, réalisant ce qu'il ne pouvait pas faire. Mon antagoniste préféré restera quand même le répliquant du premier film, un méchant culte du cinéma car il représente parfaitement le monstre de Frankenstein, tuant son créateur. Un personnage piégé dans une tragédie grecque, sachant qu'il va mourir, essaye d'échapper à la mort elle-même, mais l'accepte dans un monologue inoubliable, où il meurt pas en machine, mais en véritable humain, en déclarant toutes les émotions qu'il ressent au personnage de Rick Deckard. Le Blade Runner. Il aurait pu le tuer, mais à quoi bon mourir sans laisser une trace de son humanité qu'il a pu montrer et dévoiler à Rick et à nous, spectateurs. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Après, pour le plan le plus mémorable des deux films,
Évidemment, presque chaque plan des deux films est pour moi excellent sur le plan esthétique, mais quel serait le plan qui représente parfaitement l'univers de Blade Runner et qui marque la rétine des spectateurs? Eh bien, ce plan a la même composition dans les deux œuvres, car ce serait celle du protagoniste, qu'on voit aussi dans les deux films, marchant dans les rues de Los Angeles. Il y a tout qui est emblématique et qui fait la force de ces films. La couleur, les costumes, l'environnement, cet aspect pluvieux et sombre, cette ville futuriste. C'est vraiment presque la scène du bar dans Tatooine dans Star Wars 4. C'est ce genre de scène qui montre que cet univers est riche de milliers de détails et aussi de parallèles avec notre société, avec par exemple la surpopulation ou les panneaux publicitaires par exemple. Bref, quel est le meilleur film entre ces deux Blade Runner? Il fallait bien qu'on y arrive à cette fameuse question. Quel est donc le meilleur film? Celui que j'ai préféré? Eh bien, c'est le premier. Même si le deuxième opus a des moments forts en émotion, un visuel dingue et des acteurs très bons dans leur rôle, eh ben, le premier film a marqué plus mon âme de cinéphile. La présentation de cet univers SF unique, une fin des plus transcendantes que j'ai pu voir dans un film, ou bien c'est peut-être cette musique de Vangelis qui me fait voyager dans d'autres horizons quand je l'entends. Une réalisation des plus millimétrées et gérée d'une main de maître par le réal. Mais bon, quand même, Ridley Scott et Denis Villeneuve ont quand même réussi leur pari respectifs. Ridley Scott de faire un film culte et qui, comme un Jurassic Park, marquera le public pendant des années. Et Denis Villeneuve de faire la suite d'un chef-d'œuvre. Même si on peut être réticent vers la fin de Blade Runner 2049 que ça manque un opus pour conclure tout ça, les deux films ont su marquer quand même le grand public et surtout moi. Mais bon, j'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez imaginer. Des navires de guerre en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons C brisés dans l'obscurité près de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans le temps, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.